Question d'éthique, une émission hebdomadaire proposée par Monique Canto-Sperber. La France noire, les Noirs de France. 3 siècles de présence avec Pascal Blanchard. 3 siècles de présence noire en France jusqu'à se constituer une part non négligeable de la communauté française. Et pourtant, l'histoire des Noirs de France est encore largement ignorée. Avec la publication de cet ouvrage, La France noire, aux éditions La Découverte, ainsi que du Tumulte noir, aux éditions Anthèse, ouvrage, une véritable œuvre d'art, il est possible de beaucoup mieux connaître l'histoire des Noirs en France. Avec nous aujourd'hui Pascal Blanchard, qui joue un rôle décisif dans ces 2 publications. Ce qui est très frappant dans ces ouvrages et surtout dans les DVD qui seront diffusés à la télévision au mois de février, c'est que toutes les personnes interrogées insistent sur leur double appartenance. Enfin, c'est pas une appartenance, c'est plutôt une appartenance dédoublée qu'une double appartenance. Oui, je suis noire, mais je suis français. Lorsqu'on considère l'histoire des Noirs en France, on est frappé de voir comment cette tolérance bienveillante accordée aux radicalement autres qui caractérise le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle, lorsque quelques Noirs évoluent dans la société française, même au XIXe siècle. Savez-vous, par exemple, là je m'adresse à nos auditeurs, que le père d'Alexandre Dumas était métis, et bon, ne parlons même pas du chevalier de Saint-Georges, donc une tolérance bienveillante, en tout cas dans certains cercles de la société, jusqu'à l'évolution vers un véritable racisme qui marque la fin du XIXe siècle, lié sans doute à l'expansion coloniale. C'est étonnant de voir comment cette sorte de bienveillance accordée à l'altérité, bienveillance lointaine, se mue en réaction de rejet. En fait, on peut penser que les 2 sentiments cohabitent. Et à chaque génération, l'un peut prendre le pas sur l'autre. Quelque part, c'est des événements, soit nationaux, soit internationaux, qui vont faire que négrophilie et négrophobie, comme on dit dans les années 30, peuvent s'entrecroiser et voire même par moments exister et ressortir en même temps. On le voit au moment de Napoléon Bonaparte, déjà, où il y a une forme, après la Révolution française, de rejet. Les populations noires sur le sol métropolitain. Peu de gens savent d'ailleurs que les Noirs ont été expulsés de France à ce moment-là. Mais je pense qu'à la fin du XIXe, vous avez raison, il se passe plusieurs choses concomitantes qui vont pousser au rejet de l'autre noir, de l'autre maghrébin d'ailleurs également. La colonisation, vous l'avez dit, le discours de la science, qui à ce moment-là stigmatise l'autre, l'infériorise dans le discours. Les os humains, qui à ce moment-là sont en train de fabriquer une image du sauvage. Et puis, une peur de cet autre qui commence à arriver sur le sol de France. Et on le voit, ce qui fait aussi la tolérance, c'est le faible nombre de ces populations. Elles sont des éléments exotiques de la société, mais elles ne font pas peur par leur masse. À la fin du 19e, commencent à arriver des discours sur la peur du métissage, la peur de ses présences, la peur de l'invasion. C'est d'ailleurs le célèbre livre du capitaine Norrit qui sort à la fin du 19e siècle et qui s'appelle « L'invasion noire ». Et d'un seul coup, on voit cette peur, cette angoisse, d'un seul coup, d'une France qui pourrait être envahie par ces autres. Donc, les 2 sentiments se superposent et à des moments de l'histoire, l'attrait, on le voit dans l'entre-deux-guerres, par exemple, peut à un moment être suivi immédiatement et très rapidement d'une phase de rejet. Et c'est peut-être ça qu'on apprend en regardant le temps long de cette histoire, ces flux et reflux, qui sont quelque part les deux éléments de cette histoire. Un autre élément est tout à fait frappant, c'est que la France, en dépit de la politique clairement inégale qui caractérise en particulier la fin du XIXe siècle, le début du XXe siècle, a laissé une place aux Noirs que peu de pays leur ont laissé. C'est particulièrement net lorsqu'on considère le rôle des populations noires dans les armées françaises. Pendant la Première Guerre mondiale, dès le début de la mobilisation, les troupes noires sont enrôlées et se battent, alors qu'au même moment, on doit constater, en tout cas en 1917, lorsque les troupes américaines arrivent en France, que les Noirs américains, eux, n'ont pas le droit de se battre. Ils n'occupent que des fonctions logistiques. Et lorsqu'il leur sera permis de se battre, ce sera sous commandement français. Et au moment de la drôle de guerre, enfin l'autre conflit mondial, là aussi, on constate que les soldats noirs français sont véritablement
véritablement des soldats qui défendent leur Ah oui, patrie. tout à fait. Comment justifier cette différence de traitement? Parce qu'à ce moment-là, on leur confie une chose d'ailleurs à laquelle ces populations noires aspiraient, c'est-à-dire le véritable statut de combattant. C'est un paradoxe français. C'est-à-dire que d'ailleurs, l'armée française s'en rendra compte en 14-18, parce qu'en appelant d'un seul coup celle qui est présentée, que la France présentait encore il y a peu comme des sauvages et des cannibales, d'un seul coup doit les présenter comme les sauveurs de la République. Donc c'est compliqué. Donc on va inventer toute une iconographie, par exemple à l'époque, pour expliquer qu'il y a plus sauvage que le sauvage, c'est le Boche. Et une iconographie, c'est d'ailleurs la célèbre mythologie des marraines de guerre. On voit des tirailleurs sénégalais avec des petites filles blanches, des belles femmes, pour expliquer que d'un seul coup, leur sauvagerie se serait retournée contre plus sauvages qu'eux pour venir à l'appel de la République. Et donc, dans ce paradoxe, la France va d'une certaine manière faire rentrer dans ce qu'on pourrait appeler l'inconscient, une forme d'inconscient d'acceptation de l'autre homme noir, puisqu'il porte l'uniforme de la France, il défend les couleurs de la France, il est acclamé d'ailleurs par les populations quand il arrive en 1914 ou 1915, et il sort grandi et héroïque de ce conflit. Et en même temps, la France ne peut pas, dans le contexte colonial, leur donner la nationalité française, puisque c'est tout le paradoxe de la colonisation. Si vous êtes tous égaux, vous n'êtes plus dans le système colonial. Donc d'un côté, elle va glorifier ces hommes noirs, et de l'autre côté, elle va très vite les renvoyer en Afrique ou aux Antilles, en leur expliquant qu'ils ne peuvent pas être nos égaux. Et ce paradoxe-là va être en permanence, encore une fois, ce va-et-vient permanent. Ils sortent grandis, d'ailleurs, l'image Banania n'est ni plus ni moins que l'image qui domine dans ces années-là. C'est ces braves tirailleurs sympathiques, souriants, qui par leur sang sont venus d'une certaine manière sauver la nation. C'est ça qui va rester et qui contraste donc avec l'armée américaine où là, à cause de la ségrégation américaine, on refuse de manière catégorique aux régiments noirs de combattre, au point qu'ils combattront avec des officiers français de la coloniale qui les emmènera au front et qui seront parmi les régiments les plus décorés par notamment les Français, pour leur combat et leur valeur au combat. C'est toutes ces années-là qui sont paradoxales. Et en même temps, vous imaginez la frustration de ces hommes qui se sont battus en 14-18, pour les Américains comme pour les Africains, les Antillais, les Réunionnais ou les Guyanais, et les Kanaks, qui sont repartis chez eux sans être repartis avec la nationalité française. Et pour les Américains, repartis chez eux alors qu'ils étaient héros de l'Amérique, d'une certaine manière, sans voir disparaître la ségrégation. Et là, on peut comprendre que dans ces années-là va se jouer quelque chose de terrible. C'est-à-dire que d'un côté, ils ont donné leur sang à la République. Quelque part, ils étaient peut-être les seuls qui croyaient en cette République métissée. Ils croyaient en ces idéaux de la République. Et la République va les trahir. Les trahir parce que ils repartiront avec rien. Mais il est frappant de constater le patriotisme de ces soldats noirs. Un témoignage est extrêmement émouvant, c'est celui de Sangor, prisonnier en 1940, donc par les armées allemandes, qui font subir les pires traitements à ces prisonniers noirs, qui pourraient incarner d'une certaine manière la dégénérescence de l'armée française. Donc Sangor rappelle que parqué avec d'autres prisonniers noirs, il s'attend à être fusillé. Et les prisonniers prennent la résolution, au moment où on les mettra en joue, de crier « Vive la France, vive l'Afrique ». Et en plus, il le raconte avec des mots fantastiques. Et il raconte ce moment-là dans le film, que vos auditeurs pourront voir au mois de février sur France 5. Et je trouve que la manière dont il le raconte est énorme, parce que là, on comprend justement tout ce qui peut nous sembler paradoxal aujourd'hui, et qui à l'époque était intimement normal. Je veux dire, comme l'explique Sangor, nous nous battions pour la France, mais aussi pour l'Afrique. Nous étions noirs et français. Et aujourd'hui, c'est peut-être ce qui fait le plus débat, et ça fait peut-être débat justement parce que nous ne connaissons pas cette histoire. Nous ne savons pas que cette histoire, elle est commune depuis plus de 3 siècles. Nous ne savons pas que nos cultures s'entrecroisent. Vous parliez tout à l'heure de tumulte noir. Quel exemple typique de voir comment la culture noire, en 1927, est totalement imprégnée de la culture française, où Colin fait ressortir... Tout le monde a en tête ce qu'est le bal nègre de la rue Blomet. Mais personne ne connaît les images, l'ambiance, le jazz, où d'un seul coup, les cultures se sont complètement rencontrées et ont fusionné. On pense encore maintenant que les Africains et les Antillais sont des jeunes arrivés sur le sol de France. Mais non. Alors, il est particulièrement frappant de constater que pour les Noirs, comme d'ailleurs pour d'autres minorités, cette lutte pour être français s'est appuyée sur les valeurs propres de la France. Au fond, il s'agissait de défendre les valeurs de la France contre les pratiques de la France, qui étaient encore, qui ont été longtemps des pratiques racistes, et de détruire ces pratiques-là par la force de la loi, en quelque sorte, et la confiance faite au système juridique et normatif français. Mais les aspects d'ombre ont été terribles. Vous montrez plusieurs photographies dans ce livre, La France noire, et ces photographies sont saisissantes, de ces terribles scènes du jardin d'acclimatation où, pour exalter l'empire colonial, les tribus noires sont apportées comme un spectacle, un spectacle d'animaux à peine évolués, avec lesquels on s'amuse. On jette des pièces et ils courent les chercher en rampant à moitié ou en plongeant tout nu dans l'eau du bassin d'acclimatation. Ce sont des choses terribles. Terribles et en même temps totalement préfabriquées par le regard. C'est-à-dire qu'on demande à cet hôte de jouer non pas à ce qu'il est,
parce que d'ailleurs ça n'intéresse pas, mais à ce qu'on souhaite qu'il soit, c'est-à-dire qu'on lui demande de jouer au sauvage. Et donc il y a un rythme pratiquement qui est préécrit. D'ailleurs vous savez qu'il y a 8 ou 9 représentations par jour. C'est-à-dire que ce que vous avez vu dans quelques images des Frères Lumière, par exemple, que vous décrivez très bien, ceci se reproduisait 7 à 8 fois par jour, c'est-à-dire que c'est une sorte de spectacle. Et on va voir le sauvage, parce qu'à l'époque on n'a pas la télé, pas le cinéma, c'est le seul endroit où on peut voir ces sauvages dont on nous parle et qu'on colonise lointainement. Et là d'un seul coup on va au jardin d'acclimatation ou au Champ de Mars, ou on va à l'Expo universelle ou à l'Expo coloniale, et on voit ces mondes étranges, ce tour du monde en un jour. Et là, on y croit. Et donc, on va voir également les fesses ou le postérieur de la Vénus autantote. Mais une trentaine d'années après, ou même une vingtaine d'années après la Première Guerre mondiale, c'est quand même la découverte de la force culturelle de la culture noire. Mais cela vient des États-Unis et pas de France. Il n'y a pas une force de création culturelle qui soit venue proprement de France et qui soit propre à la communauté noire. Qu'en est-il? Parce que c'est des rencontres en même temps. Regardez, si vous prenez la négritude, c'était encore très paradoxal. Si vous ne créez pas la capitale coloniale qui est Paris, Senghor et Césaire ne se croisent pas avec Damas. La Guyane ne rencontre pas les Antilles, qui ne rencontrent pas l'Afrique. La négritude naît de ça. Si vous vous intéressez à ce qu'a été la jeunesse de la négritude, et que c'est quoi? C'est le salon de Nardal à Paris, où elle reçoit tous les intellectuels. Nardal, qui était à la Sorbonne, une des premières licenciées en anglais, et qui reçoit autant des intellectuels noirs anglais que des intellectuels noirs américains, haïtiens, qu'antillais, africains. C'est de toute cette pensée qui s'entrecroise que va naître quelque part une forme de syncrétisme, une sorte de fierté et une sorte de revendication des cultures noires qui, par exemple, vont éclater au Congrès des intellectuels dans les années 50, qui éclatent dans toutes les revues qui émergent à cette époque-là. C'est la rencontre de ces luttes qui donne aussi naissance à une forme de conscience noire internationale, qui après, certes, va avoir des modes très spécifiques d'application, soit dans l'Empire français, anglais par exemple, portugais, ou aux États-Unis, mais c'est aussi cette rencontre de l'autre. La découverte de l'autre et de ses combats, la découverte de l'autre et de ce type de conflit. Quand les Français découvrent la notion de lynchage aux États-Unis, ils apprennent autant que quand les Américains apprennent l'histoire, notamment en Afrique, de la colonisation. C'est ça qui fait la force de cette France de l'époque, parce que c'est le seul pays où un intellectuel, René Maran, qui sera Goncourt, un boxeur, Al Brown, Bakling-Siki, des peintres, des artistes, vont pouvoir, des Joséphine Baker, dont on parlait tout à l'heure pour Tumulte Noir, vont pouvoir se croiser, se rencontrer, réussir leur vie, mais surtout avoir le droit de s'asseoir à une terrasse de café pour boire une bière avec leurs amis sans qu'on leur crache au visage, et avoir le droit d'exister en tant qu'homme, femme, noir. Alors, la première étape a été, grâce à l'influence et à l'action de Blaise Diagne, donc député noir, au même moment où se tenait le congrès de Versailles, donc après la Première Guerre mondiale, le congrès de la race noire, qui rassemblait les Noirs de tous les pays du monde à Paris. C'est peu de temps après, enfin une dizaine d'années après, qu'est forgé... un peu plus tard, même autour de Senghor, de Césaire, ce concept de négritude, et où le terme de nègre est totalement assumé, précisément comme un terme politique, un terme identitaire. C'est une chose qui a été portée par les réflexions et les combats de Noirs pendant longtemps en France. Mais regardez même le nom des revues de l'époque, le Cri du nègre. C'est déjà, vous voyez que la revendication, d'ailleurs qu'on inverse le concept, c'est exactement comme Joséphine Baker qui inverse le regard issu des os humains sur le corps noir, qui gesticule comme on imagine qu'un sauvage va gesticuler, qui en fait un art et qui se fait applaudir par les Blancs. Et bien là, c'est la même chose. On prend le mot nègre, avec toute sa valeur aussi bien négative de negro pour les États-Unis que de nègre dans l'Empire colonial français, totalement produit de la culture esclavagiste française, et on l'inverse et on le prend comme un emblème de fierté. Et ça, dès les années 1925, 26, 27, ce mot devient emblème, c'est même revendiqué dans certains éditoriaux de cette presse de l'époque anticolonialiste. Et il va devenir l'emblème d'une culture au point de devenir même un mot, négritude. Une forme d'un seul coup de pensée, de fierté de ce que sont les cultures noires, au-delà même de tout ce qui peut être les particularismes, qui sont guyanais, antillais ou africains. Et d'un seul coup, c'est une manière d'inverser encore le sentiment qu'avaient les Blancs de l'époque, de ce mépris pour tout ce qui est nègre, qui n'aurait pas dû être ni du savoir, ni de la pensée, ni de l'histoire, ni de la connaissance, des littératures. Et d'un seul coup, tout ce qui est nègre fait sens, fait unité, fait savoir, fait culture, et on le prend véritablement à la veille de cette Seconde Guerre mondiale, puisque l'émergence du mot, ne nous trompons pas non plus à l'époque, l'impact sur le temps est faible. Il est faible. Il est surtout très important sur le temps long. C'est dans les 10, 20, 30 ans qui vont suivre que cette fierté d'un seul coup va devenir une fierté intellectuelle, une fierté politique, et surtout la fierté d'une génération. C'est des étudiants notamment des années 50 qui seront porteurs des indépendances. Un élément décisif a été également la Deuxième Guerre mondiale, puisque l'Empire est le premier lieu d'existence de la France libre. Brazzaville était la capitale de la France libre, libérée au par moment l'Afrique. où le régime de Vichy
étaient installés dans le territoire français. Donc cet engagement de la France africaine, la France des Antilles, de tous ceux qui se sont réunis, qui ont fait le voyage, les Antillais et les Africains, d'une certaine manière, pour porter ce premier message de la France libre, quel impact cela a eu ? Il a un impact énorme à l'époque parce que d'une certaine manière, l'Afrique, quoi qu'on en pense, paraît lointaine, mais est omniprésente dans tous les rapports à la propagande. D'abord parce que les gaullistes utilisent, pour faire très simplement pour vos auditeurs, l'Afrique comme base arrière de la reconquête de la République, pas encore du sol métropolitain, mais bientôt, via l'Italie et la Corse, du sol métropolitain avec le débarquement en Provence. Et c'est vraiment cette armée d'Afrique, alors c'est son nom, qui vient libérer la nation. Et de l'autre côté, Vichy, ce qu'on ne sait pas, va occuper l'espace propagandiste d'une manière incroyable sur l'Empire, pour justement faire oublier que c'est les gaullistes qui ont pris cette légitimité d'une certaine manière de la France. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à l'époque, être en Afrique, c'est donc un peu de la France. C'est totalement digéré par les populations comme par les élites politiques. Ça veut dire que ce qui fait le particularisme de l'Empire, ce qui aurait été inconcevable dans l'Empire anglais par exemple, fait partie déjà intrinsèquement du concept presque de nation large, grande. L'Afrique est un bout de la France. Et dans cette conception-là, cette libération par ces hommes-là, avec tous les paradoxes, puisqu'en même temps les gaullistes éviteront de faire libérer la capitale parisienne par les troupes noires. En évitant justement d'avoir un peu ce paradoxe aussi, ce serait d'un seul coup que des Noirs qui auraient été les seuls à être porteurs de nouvelles formes de légitimité gaulliste. On voit bien qu'il y a aussi du paradoxe derrière ça, mais l'impact est énorme. L'impact est énorme parce qu'on se dit de cette manière, c'est notre Afrique pour la deuxième fois. Nous n'aurions pas vaincu l'Allemand. En 1945, de nombreux députés noirs entrent à l'Assemblée, Aimé Césaire parmi eux. C'est un temps d'espoir qui, d'une certaine manière, avait été entretenu pendant la guerre, par le Conseil national de la résistance, et très vite la déception arrive. L'égalité sera pour un jour, mais pas pour maintenant. D'une certaine manière, c'est une promesse dont la réalisation est toujours différée. Toujours différée. Et c'est ça qui est... Et qui ne sera jamais exécutée d'une certaine façon, puisque la décolonisation arrivera avant Oui, qu'elle puis que ne le soit. les départementalisations de 1946, dans ce qu'on a appelé les vieilles colonies, c'est-à-dire Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, laissent largement à désirer, en termes, par exemple, d'action sociale et d'équité sociale. Largement à désirer. En raison du coût que cela représente. Enfin, c'est une chose qui est parfaitement analysée, assumée et dite explicitement. Oui, puis on le dit très bien, nous ne pouvons pas appliquer les lois sociales qui sont tout le symbole du début de la 4ème République. Nous ne pouvons pas appliquer les lois sociales dans les vieilles colonies. Alors il y a départementalisation, mais il y a encore inégalité. De l'autre manière, l'Afrique, il faudra attendre 58 pour avoir des pseudo-libertés politiques qui sont pratiquement à la veille des indépendances et qui, elles aussi, arriveront bien tard dans l'édifice républicain. D'une certaine manière, cette époque 46-60 est extrêmement intéressante parce qu'elle va à la fois être l'époque où il va y avoir le plus de députés, le plus de sénateurs, le plus de représentants de l'Afrique, des Antilles, de la Caraïbe, de la Réunion, de l'océan Indien dans notre Parlement et au Sénat. C'est quand même un homme noir qui va présider. Jamais il n'y a eu tant de noirs dans les instances politiques françaises qu'à ce moment-là. Et députés et ministres également, secrétaires d'État. Lorsqu'on regarde ce qu'il en est aujourd'hui, quelle immense différence. Tout à fait. Et avec des gens qui se battent à l'intérieur de la République pour la faire changer. Monerville en est l'emblème, président du Sénat. Et l'emblème parfait. Il aurait failli même se présenter contre le général de Gaulle, rappelons-nous, aux élections présidentielles de la 5e. Donc c'est une génération qu'on a totalement oubliée, qui ne perd pas totalement son combat, puisque ce combat va se transposer d'une certaine manière avec les indépendances. Et le combat va se poursuivre. On a formé inconsciemment et indirectement les élites de demain. Mais en même temps, on a aussi habitué, dans le socius français, une génération au combat politique. Ici, quand on a l'impression que les partis politiques découvrent aujourd'hui le combat pour la diversité, ça fait rire. Il suffit de regarder une photo du Parlement en 54, 55, 58 pour se rendre compte que la diversité, nous ne l'avons pas inventée aujourd'hui, mais qu'elle existe depuis extrêmement longtemps. Je disais l'autre jour à une jeune garde qui entourait un de nos candidats à la présidentielle, quand il me disait, vous savez, c'est dur, Monsieur Blanchard, de faire émerger la diversité dans nos partis politiques. Je lui rappelais qu'il y a 106 ans, c'était un homme noir qui vice-présidait l'Assemblée nationale. Mais c'est étrange, parce qu'à l'époque, on n'avait aucun souci d'exhiber la diversité, comme c'est parfois le cas aujourd'hui. Elle était d'une certaine manière naturelle, alors que l'on était dans une période où la conscience de la nécessité du traitement égal des différentes communautés était beaucoup moins vif qu'aujourd'hui. Là, la diversité émergeait. C'était une sorte de création collective sur quelle personne... Avec ses ambiguïtés, il faut en être pleinement conscient. On était quand même au temps des colonies. Mais c'est ça qui semble le plus paradoxal, c'est qu'il était peut-être plus facile de faire émerger la diversité, y compris dans des rôles de premier plan politique au temps des colonies, qu'aujourd'hui, où nous aurions décolonisé. Quel paradoxe. Mais on le sait, à l'époque de l'égalité, il est beaucoup plus difficile de donner les premières places à ceux qui autrefois étaient inégaux, qu'en période d'inégalité assumée, où il est facile d'en laisser quelques-uns arriver jusqu'en haut.
d'une certaine manière, ça n'engage pas la structure de la société. C'est une loi qu'on observe assez souvent. Alors, ce qui caractérise la présence des Noirs aujourd'hui, en tout cas depuis les années 70, c'est ce double mouvement d'une forte migration, parce que bien sûr, des Noirs étaient restés, des populations noires étaient restées après la Première Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, mais une présence beaucoup plus forte se constitue jusque dans les années 70-75, jusqu'au coup d'arrêt qui est apporté à la politique migratoire, et évidemment un regard différent porté sur la population noire, puisqu'à ce moment-là, le discours selon lequel il y a trop d'étrangers en France commence à se diffuser de tous côtés. C'est un discours qui n'existait pas autrefois. Un tout petit peu dans les années 30, mais il stigmatisait au-delà de la simple population dite coloniale ou exotique. Il était d'ordre global. Même les Bretons étaient considérés comme les étrangers de Paris à l'époque, il ne faut pas l'oublier. Mais il devient très stigmatisant pour les populations, je dirais, post-coloniales. C'est-à-dire que les Antillais, les Africains comme les Maghrébins sont mis dans le même sac à ce moment-là et ils commencent à être désignés comme les indésirables sur le sol de France. C'est pas totalement neuf, mais c'est la première fois que ça devient une politique d'État massif et stigmatisante. Alors, deux combats ont caractérisé l'époque contemporaine. Je mets de côté ces épisodes qui ont été vraiment extrêmement formateurs pour les années 70, c'est-à-dire la révolte des foyers, la grève des loyers au foyer Sonacro-Cotra, qui était une sorte de protestation collective contre l'affreux traitement qui était réservé à ces populations de travailleurs noirs. Mais deux grands combats ont illustré les 20 dernières années. D'abord, la marche pour l'égalité, qui n'était pas spécifique d'ailleurs à la population noire, auquel les Noirs se sont ralliés, mais qui concernait toutes les populations immigrées dans notre pays. Et puis ensuite, plus récemment, la marche contre l'esclavage en 1998. Alors, quelle était la signification de ce mouvement ? Je pense que déjà, ce qui était important à voir, en 83, c'est la première population qui va émerger dans les quartiers, qui va émerger et prendre en main cette marche, c'est la population maghrébine, même si c'est un Antillais, Harlem Désir, qui va prendre la tête de SOS Racisme, ce qui n'est pas un des moindres paradoxes de cette histoire. La marche de 98 est clairement l'aboutissement de la rencontre de trois choses. D'abord, l'émergence d'une génération qui ose parler de l'histoire des pères, des grands-pères, des ancêtres, c'est-à-dire l'esclavage. C'est une histoire qui était tue dans les familles antillaises, encore plus en métropole. Et c'est cette génération du Bubidum, quelque part, qui se met à parler en 98. Le Bubidum, c'est ce mouvement qui organisait quasi la migration des Antillais, des Réunionnais et des Guyanais sur la France. Et eux se mettent à parler. Deuxièmement, c'est la fierté de se sentir fédérés par cette histoire commune. Et ils manifestent dans la rue, près de 40 000 Afro-Antillais, selon les rues de Paris, pour reconnaître avec fierté et demander à la République de reconnaître cette histoire. Et troisièmement, c'est la première fois que, d'une certaine manière, et je le dis avec beaucoup d'humour de Varieux dans le film, c'est la première fois que les Antillais sont aussi nombreux à se réunir, autre chose que pour un concert de Cassave. Et d'un seul coup, on prend conscience d'un poids politique. Et ces 40 000 personnes, en fait, ne sont ni plus ni moins que le reflet des 2 millions d'Afro-Antillais qui vivent entre le sol de France et celui des Outre-mer et qui sont les invisibles de la République. C'est-à-dire ces minorités dites visibles, le mot d'aujourd'hui, sont en fin de compte des réalités politiquement totalement invisibles. Et ils n'existent pas dans le champ du politique. Et en 98, à l'ombre de la génération Black Blamber et de la Coupe du Monde, nous allez manière n'oublions pas, ces deux dates intéressantes pour ça, d'un seul coup, ils prennent sur un champ politique qui est le leur, la parole. Et il y aura un avant et un après, clairement. Donc cela aboutira à une proposition de loi, oui. Mais à une proposition de loi où ni la responsabilité de la France, d'ailleurs qui n'était pas la seule à avoir promu des politiques esclavagistes, ni évidemment la moindre réparation ne sera envisagée. Dans cette réunion et dans cet acte d'affirmation qui a correspondu à la marche contre l'esclavage, toutes les communautés noires étaient réunies, parce que d'une certaine manière, on peut considérer que l'histoire des Noirs africains n'est pas tout à fait la même que celle des Noirs antillais, par exemple. Disons que les Antillais dominent énormément dans ce combat, d'abord parce que la structure des associations antillaises sur cette question est bien plus ancienne que pour les populations d'Afrique subsaharienne, par exemple. Mais le mouvement militant commence à fédérer au-delà du simple cercle, on va dire, antillais. Parce qu'on commence à voir aussi, même si avant il y avait des dichotomies avec les Réunionnais, on voit aussi que les Africains y participent. Pourquoi ? Parce que ça devient aussi une cause qui est liée au présent. C'est plus simplement parler de l'histoire pour l'histoire. C'est aussi de faire ce lien entre le présent et le passé. C'est quelque part de revendiquer que nous sommes tous des descendants de fils d'esclaves. Et ceci s'adresse... Je rappelle qu'il y a aussi quelques blancs dans ces manifestations. Ça s'adresse aussi au fait que nous sommes tous des descendants de fils d'esclaves, parce que notre histoire est une histoire qui a été aussi portée par l'esclavagisme. Et quelque part, c'est bien une histoire commune, parce que nous sommes tous, on porte tous Clovis, Jeanne d'Arc, Vercingétorix, c'est la traite des Noirs. À ce moment-là, nous sommes tous, nous faisons tous partie de ceux qui ne veulent plus vivre à genoux, mais ce n'est plus spécifique à la communauté noire, et encore moins spécifique à l'histoire particulière que fut l'esclavage. D'ailleurs, que les Européens n'ont pas été les seuls à pratiquer. Bon, ça c'est une chose aujourd'hui bien admise,
analyse et Oui. qui fait encore polémique. De moins en moins, c'est assez étonnant. Vous savez que l'autre jour, on était sur un grand forum et on écoutait c'est intéressant, pratiquement 98% des populations mondiales ont pratiqué à un moment dans leur histoire l'esclavage. Je pense que ce temps des polémiques est en train de s'effacer. On s'intéresse beaucoup plus maintenant au particularisme dans chaque société de ce qu'a produit, aussi bien en termes historiques qu'en termes mémoriels, l'histoire de l'esclavage. On voit que de société à d'autres, ça change. C'est intéressant à voir en Occident, c'est qu'il commence à y avoir aujourd'hui l'émergence d'une nouvelle appréhension et historicité quelque part de ces questions. On a connu le temps douloureux de la mémoire parce que la mémoire a précédé l'histoire. Ça y est, l'histoire est en train de rattraper le mouvement. Et quelque part, maintenant, les histoires vont pouvoir s'appuyer. Je vais vous donner un exemple très paradoxal. Pendant très longtemps, je pense que beaucoup de gens ont pensé que les Antillais, par exemple, ou les Africains, mettaient la chair à canon de la guerre 14-18. Et j'essaie d'expliquer des fois aux gens que c'est plus complexe que ça. Ils sont une chair à canon si on le regarde philosophiquement ou politiquement, parce que qu'est-ce qu'ils faisaient faire dans ce conflit? Mais en termes statistiques, les Bretons ont eu certainement plus de morts dans certains régiments que les tirailleurs sénégalais. Mais la mémoire a eu besoin de parler de cette notion de chair à canon pour arriver à mettre un point fort dans notre récit commun qui avait du mal à émerger. Maintenant, il est temps qu'on ramène à l'histoire les choses. Qu'on ramène à l'histoire et qu'on ramène aussi à la construction politique. Parce que d'une certaine façon, la construction d'une communauté solidaire et de traitement égal, ce à quoi nous aspirons tous, et où chaque communauté liée à ses traditions, son histoire, sa culture, c'est bien naturel, mais est également sa place, suppose d'une certaine façon un apaisement de la mémoire. Que la mémoire devienne une faculté d'histoire plutôt qu'une source toujours vive, incandescente et douloureuse de revendications. Et pensez-vous que cet apaisement de la mémoire, qui au fond est le préalable à une coexistence harmonieuse des communautés, où chacun puisse faire valoir sa spécificité, mais dans une pacification générale et quelque chose dans lequel, c'est un processus dans lequel la communauté noire semble véritablement entrer. Je pense qu'elle est rentrée. On est encore un tout petit peu dans ce qu'on pourrait appeler les éclaboussures de l'œil du cyclone, c'est-à-dire qu'il y a encore des douleurs. On voit aussi que les extrémistes ont été très vite balayés. À la différence de la société américaine, il faut le noter, qu'on a vu émerger dans les années 2004, 2005, 2006. On voit aussi qu'aujourd'hui, le champ de l'histoire commence à rentrer par rapport à des lieux. Regardez ce qui se fait à Nantes avec le mémorial qui va être ouvert au mois de mars. Regardez ce qui s'est fait à Bordeaux avec l'installation par M. Juppé dans le musée d'Aquitaine de la place de l'esclavage. Regardez aussi cette réflexion qui commence à naître, parce que nous sommes aussi un paradoxe sur autre chose. Avec le Japon, nous sommes la seule grande puissance coloniale mondiale qui n'a jamais construit un musée de l'esclavage ou un musée de la colonisation. Et ça y est, nos élites politiques commencent à en parler. Donc je dirais que ce n'est pas simplement les populations noires qui sont en train de pacifier leur mémoire, c'est aussi l'ensemble de la nation qui est en train de rentrer dans une acceptation de ce passé. Et qui rend vain, d'une certaine manière, de disqualifier des figures historiques qui ont promu l'esclavage, qui ont rétabli l'esclavage, comme Napoléon, vainqueur de la bataille d'Austerlitz, qui reste quand même inévitablement... parce que ce sont les faits historiques, une grande victoire française. Enfin, on peut contester la nécessité d'avoir lancé ces troupes, mais il reste que c'était le cas. Et en effet, Napoléon a rétabli l'esclavage, mais dans un monde où il n'était pas le seul à c'est pour penser ça que cela. Ça évite les anachronismes. Ça nous oblige aujourd'hui aussi d'abord à arrêter de penser que tout a été sombre. Vous avez signalé vous-même plusieurs pages de lumière. Je trouve que c'est très intéressant parce que les gens, des fois, l'oublient. Que deuxièmement, l'histoire, maintenant, prend sa place et puis elle devra la prendre. Il va falloir pousser un tout petit peu pour le faire. Qu'on peut être fier, on parlait tout à l'heure de Tumulte Noir, par exemple, de ces créations de Colin. On peut être fier de l'histoire de nos hommes politiques noirs qui se sont battus autant pour les idéaux de la République que pour défendre également la cause noire à l'époque. Et puis, je pense qu'on ne relie pas de la même manière aussi l'histoire de France de ces 3 ou 4 derniers siècles en comprenant que c'est partie prenante d'une histoire plus vaste dont on a besoin d'avoir les éléments pour comprendre. Vous citiez tout à l'heure la lutte des foyers pendant les années 68, 69, 70, quelque part qui nous apprend beaucoup aussi sur les luttes sociales dans notre pays. Et puis enfin, si on termine aujourd'hui par le cran, par exemple, on comprend mieux pourquoi un candidat noir se présente à la campagne. Et là, d'un seul coup, c'est toute l'histoire de France qui s'explique. Merci Pascal Blanchard pour cet entretien. Merci à François Connac qui a réalisé cette émission et à Philippe Thibault qui était à la technique. Merci à Marie Dalquier.